Un jour, un homme d'un douar en perdition vola un mouton afin de nourrir sa famille. Par malchance, le mouton appartenait au troupeau de M. Marcel, et ce dernier était connu pour son intransigeance concernant la manière de traiter ce genre d'incident. De plus, la justice avait la main très lourde dès lors qu'il s'agissait d'un vol sur la propriété d'un colon. La peine encourue était la prison ferme et une très grosse amende. L'homme fut dénoncé à Rabat par un membre de sa famille. Rabat vit là un signe de la providence. Il n'hésita pas une seconde devant ce qu'il considéra comme un appel du destin. Il saisit aussitôt l'occasion et se précipita au douar en question. Il négocia le remboursement du mouton, le montant de l'amende, les dommages et intérêts que M. Marcel était en droit de réclamer, et enfin la contribution du douar pour couvrir ses frais dans le règlement de cette affaire. Face au scepticisme des habitants, il fit montre d'une générosité princière en accordant une semaine de répit, faute de quoi il se verrait dans la triste obligation de venir avec les gendarmes, histoire de prouver l'étendue de ses pouvoirs. Il perçut l'intégralité de ce qu'il avait demandé, et mis à part le prix du mouton, il empocha le reste. Les habitants du douar le remercièrent de leur avoir évité des ennuis avec la justice et promirent de s'adresser à lui dès qu'il serait en butte à un problème épineux. Amplifiée par l'écho des hauts plateaux, cette histoire fit le tour de la contrée comme une traînée de poudre et Rabat fêta sa première victoire. Il entrait tout juste dans sa 26e année. Ce qu'il ne dévoila jamais à quiconque fut la raison de la présence des gendarmes au douar. M. Marcel avait demandé à Rabat de guider deux nouveaux gendarmes fraîchement arrivés de la métropole afin de reconnaître une zone de chasse aux sangliers. Rabat avait immédiatement accepté et avait profité de l'aubaine pour le mener au douar. « Vous êtes cordialement invités à venir prendre un café chez les cousins, » leur avait-il dit simplement. Oui, aimablement. Les gendarmes acceptèrent volontiers une aussi sympathique invitation, ravis d'approcher des indigènes d'aussi près. Lorsque les habitants du douar constatèrent qu'il avait tenu parole, ils eurent vraiment peur de l'homme qui avait le pouvoir de déplacer les gendarmes. Pourtant, 3 jours auparavant, Rabat ne trouvait plus le sommeil à cause de sa promesse. Il avait cherché vainement un moyen de faire venir les gendarmes au douar sans paraître suspect aux représentants de la force publique. Sous peine d'ennuis très graves, Rabat ne pouvait évoquer le vol d'un mouton alors qu'il n'avait rien dit de cette affaire à M. Marcel. Il s'était résigné à se rendre à proximité du douar incriminé, tirer quelques cartouches. Il n'avait pas trouvé mieux pour faire déplacer les gendarmes. Le destin lui sauva la face, et il n'eut pas besoin de recourir à son stratagème au résultat incertain. Il avait la baraka. Rabat démontra la même ardeur à convaincre les autorités coloniales de son immense influence auprès de ses semblables. Certes, l'opération était autrement plus délicate, compte tenu qu'il n'était pas au fait du fonctionnement d'administration coloniale, et surtout parce qu'il n'était pas intégré dans le réseau hautement verrouillé des notables. Mais il avait de l'imagination et du culot à revendre, et il savait surtout créer de toutes pièces les occasions. À la suite d'une terrible sécheresse, il alla de son propre chef demander aux autorités une aide alimentaire exceptionnelle pour la dizaine de douars qu'il était censé représenter. Lors de cette première démarche, il fut gentiment mais fermement éconduit. Il s'y attendait et avait prévu l'issue de cette visite. Sans se démonter et sous couvert de confidences de première importance, il fit savoir à M. Marcel que les habitants des douars se préparaient à attaquer la sous-préfecture. Il lui expliqua que les paysans affamés étaient furieux qu'on leur avait refusé une aide exceptionnelle alors que les colons avaient bénéficié de largesses de l'administration. Il se plaignit auprès de son ami en lui disant que non seulement l'autorité qu'il avait eu tant de mal à instaurer allait en prendre un sérieux coup, mais surtout que cela ferait le jeu des nationalistes. Ces derniers, affirma-t-il, étaient à l'affût du plus petit incident afin de le monter en épingle et de provoquer des troubles dans les douars. Cette affaire apportait de l'eau au moulin des nationalistes qui trouvaient là une parfaite
démonstration de leur option radicale. Il suggéra donc de prévenir les autorités de ce qui se tramait dans les campagnes. M. Marcel se devait d'intercéder auprès des autres fonctionnaires afin d'éviter de graves troubles et de permettre à Rabat de recouvrer sa crédibilité. Il promit de faire le nécessaire, d'abord parce que Rabat était son ami, et surtout parce que, comme tout colon qui se respecte, la simple évocation des nationalistes algériens lui donnait des boutons. Rabat alla ensuite faire la tournée de Douar en affirmant qu'il avait obtenu une aide exceptionnelle en nature de l'État et qu'elle serait attribuée uniquement aux personnes qu'il désignerait. Naturellement, leur dit-il, je servirai en priorité mes amis, ceux qui comprennent que je défends leur cause, et me gratifieront d'une partie de cette aide. Bien entendu, tout le monde accepta cette condition. Pour la plupart des gens, cette distribution de blé tombait du ciel, et il leur sembla normal que Rabat soit récompensé de ses efforts. On se rangea donc à son avis, jugeant qu'il valait mieux obtenir la moitié de quelque chose que la totalité de rien. Il fit connaître la date de la distribution gratuite de blé, puis s'en retourna apporter la touche finale à son plan. Il partit prévenir M. Marcel du programme des manifestations en insistant lourdement sur leur détermination à aller jusqu'au bout de leur action revendicative, et ce, quelles que soient les conséquences. Il ajouta modestement aussi qu'il avait provisoirement la situation en main. Grâce à son sang-froid et à ses efforts pour contrer les éléments radicaux, les paysans l'avaient mandaté provisoirement pour entamer des négociations avec l'administration. Entre-temps, M. Marcel avait bien fait les choses. Il avait donné une version si alarmante au sous-préfet que celui-ci se fit un devoir de recevoir dans les plus brefs délais les représentants des douars agités. Le sous-préfet, paraît-il, ne voulait pas entendre parler de manifestations en ville. Pour ce faire, il avait décidé de satisfaire en partie la demande des paysans. C'est ainsi qu'il reçut Rabat et M. Marcel dans son bureau. L'entrevue allait permettre à Rabat de réaliser son rêve, d'être l'interlocuteur privilégié de l'administration française. Alors, lui avait demandé le sous-préfet, qu'est-ce que c'est que cette histoire de manifestation dans les rues? Monsieur le sous-préfet, lui avait répondu Rabat, la situation est extrêmement préoccupante. Les nationalistes ont appris que l'État avait aidé les colons à la suite de la sécheresse. Constatant que personne dans les douars n'avait reçu cette aide, ils ont fait le tour de la région en faisant de la propagande anti-française. Ils ont dénoncé la distribution à l'encontre des populations algériennes et ont poussé les paysans affamés à venir manifester dans les rues. L'intention des nationalistes est de pousser ces malheureux à commettre des actes violents dans le but de faire avancer leur politique aventureuse. C'est absolument invraisemblable, des manifestations dans la ville, mais c'est de la folie. C'est curieux tout de même. Aucun service n'est au courant de la préparation de ces émeutes. C'est normal, monsieur le préfet, répondit Rabat. Ils ont fait jurer à tous les paysans de garder le secret. Mais qui sont ces nationalistes, vous les connaissez? Bien sûr, monsieur le préfet. Je les combats sans relâche depuis que je porte un pantalon. C'est une bande de petits voyous sans scrupules et prêts à tout pour assouvir leur soif de violence. Il y a quelques jours, ils m'ont accusé de collusion avec le colonialisme lorsque j'ai proposé de faire une demande légale avant de nous risquer dans une hypothétique aventure. J'ai pris d'énormes risques, monsieur le sous-préfet, en voulant suivre la voie de la raison et de l'amitié. Je suis contre toute forme de violence et je suis un fervent défenseur de l'ordre public. Mais je suis particulièrement déçu de constater que vos services n'apprécient pas les partisans de l'entente cordiale entre les peuples. Un de vos subordonnés m'a mis à la porte comme un voleur quand je lui suis présenté devant lui pour faire une démarche officielle. Quand il n'y a pas de coopération entre les bonnes volontés, monsieur le sous-préfet, on n'arrive nulle part. On ne plante pas des orangers pour laisser les fruits pourrir sur l'arbre. Bien sûr, mais répondez à ma question. Qui sont ces nationalistes? Ce sont des arrivistes, des fanatiques sans envergure et des rebuts de la société. J'ai pu éviter les incidents jusqu'ici en suivant une politique rigoureuse. Vous pourrez d'ailleurs remarquer qu'il ne s'en est produit aucun trouble depuis que je contrôle mon secteur. Je poursuivrai sans relâche ce que je crois être la voie de la raison,
Je ne voudrais pas remettre en cause le fruit de mes patients efforts de réconciliation en offrant sur un plateau d'argent les martyrs que réclament les fanatiques. Leur nom importe peu, monsieur le sous-préfet. Je dispose d'autres moyens de réduire l'influence des nationalistes sans me faire passer pour un traître. C'est bien, mon ami. C'est très bien. Ce souci vous honore. Tout ce que je vous dis, cet homme, c'est la vérité. Monsieur le sous-préfet, avait renchéri monsieur Marcel. Ce n'est pas la première fois que les nationalistes incitent nos bons Arabes à se soulever contre nous. Mon ami Rabat dispose d'un réseau d'informateurs efficace. Il est au courant de tout ce qui se trame dans notre secteur. Les nationalistes sont des hommes sans foi ni loi. Vous devez tout entreprendre pour leur couper l'herbe sous le pied. Ils sont réellement dangereux pour nos intérêts. Ils propagent des idées subversives importées de l'étranger. Vous savez comme moi, monsieur le sous-préfet, que ce sont des agents communistes payés par Moscou. Leur objectif est de saper l'édifice de l'Occident et de régner par la terreur. Nous avons le devoir de défendre par tous les moyens nos fidèles alliés, surtout lorsqu'ils prennent d'énormes risques, comme c'est le cas de mon ami Rabat, pour maintenir la paix et la prospérité de nos intérêts. Mon ami Rabat est trop modeste. Il n'a pas voulu vous dire ce que les Rouges ont promis de faire aux membres de sa famille et à lui s'il échouait dans cette médiation. Ils ont juré de les signer et de leur manger le foie. Croyez-moi, monsieur le sous-préfet, ils n'hésiteront pas à le faire. Je les connais bien, moi, ces fanatiques sanguinaires. Monsieur Rabat est tout voué à la cause de la France. Nos Arabes lui accordent une confiance aveugle, sans quoi il n'aurait jamais pu reprendre la situation en main. Depuis quelques années, il a débarrassé ma ferme de tous les excités, de tous les agitateurs qui attendaient que j'aie le dos tourné pour se livrer à la subversion. Il a su les démasquer à temps et les a forcés à quitter la région. Je passe par lui pour embaucher mes Arabes, et je n'ai pas eu à me plaindre jusqu'ici. Il a plus d'influence que tous les cadis réunis. De plus, il possède une qualité rare chez les indigènes. Il n'attend pas après les ordres pour se mettre à l'ouvrage et prend les initiatives qui s'imposent. Dernièrement, par exemple, le temps que je constate la disparition d'une de mes bêtes, mon ami Rabat avait déjà trouvé le coupable et en avait fait rembourser la valeur. Lorsqu'il m'a apporté l'argent, j'ai béni la providence de l'avoir sous la main. C'est vous dire son intelligence et sa fidélité à la France. Vous devez lui faire confiance et vous fier à sa personne. J'insiste, monsieur le sous-préfet, pour que dorénavant vous le choisissiez comme interlocuteur de la France auprès des indigènes de notre secteur. C'est lui ou la vermine communiste, monsieur le sous-préfet, à vous de choisir. À mon avis, vous n'avez pas à hésiter. Il est souhaitable de ne pas faire le lit du communisme international qui, vous le savez autant que moi, est l'œuvre de la juiverie en méprisant nos fidèles alliés. Et entre nous soit dit, monsieur le sous-préfet, la France ne va pas rechigner pour un camion de blé distribué par-ci par-là. Elle doit bien cela à nos bons Arabes dans le besoin, n'est-ce pas, monsieur le sous-préfet? Bien entendu, monsieur Marcel, vous comprenez aussi que l'administration ne se gouverne pas comme une bicyclette. Enfin, de toute façon, vous m'avez parfaitement convaincu. Nous allons régler cette affaire au mieux. Et pour l'employé qui m'a mis à la porte, avait évoqué Rabat. Soyez assuré, monsieur Rabat, qu'il va m'entendre. Je vous promets que cet incident ne se renouvellera plus. Vous avez ma parole. La suite demain, à la même heure. Pensez à vous abonner.